tout notre univers et notre existence sont faits d'atomes, de minuscules blocs de construction, de tout ce que nous connaissons. Mais comment les atomes se sont-ils formés au départ? D'où viennent-ils? Nous savons que les atomes sont extrêmement petits. Mais que se passerait-il si l'univers tout entier était en quelque sorte un seul atome? Imaginez un atome dans votre esprit, un petit noyau, avec des électrons ultra rapides, tournant autour de lui. Maintenant, voici une question curieuse. Comment ces électrons continuent-ils à tourner autour du noyau sans ralentir? Cette question a intrigué les scientifiques au début du XXe siècle et a conduit au développement fascinant de la mécanique quantique. Les physiciens cherchaient à percer les secrets des atomes. Ils ont découvert que chaque atome possède un noyau, un centre avec une charge positive et une masse considérable entourée de minuscules électrons avec une charge négative. Avec cette compréhension de base, les scientifiques ont commencé à élaborer un modèle plus détaillé de l'atome. Au début, ils l'imaginaient comme un système solaire miniature, un noyau dense, comme le Soleil, avec des particules plus petites, comme des planètes, en orbite autour de lui. Cependant, ce modèle présentait de gros problèmes. Premièrement, lorsque des particules chargées accélèrent, elles émettent des radiations électromagnétiques, étant donné que les électrons sont chargés et se déplacent rapidement dans leurs orbites. Selon ce modèle, ils devraient constamment émettre de l'énergie. Cela les amènerait à perdre de l'énergie, à spiraler vers l'intérieur et à finir par s'écraser sur le noyau. Mais nous savons que les atomes durent beaucoup plus longtemps qu'une fraction de seconde. Donc ce modèle ne tenait pas. Deuxièmement, on a observé que les atomes émettent des radiations à des fréquences spécifiques et distinctes différentes de l'émission continue attendue si les électrons suivaient le modèle du système solaire. Un vrai casse-tête, n'est-ce que pas? C'est là qu'intervient Niels Bohr, un brillant physicien danois qui a aidé à résoudre ce mystère. En 1913, il a introduit une idée révolutionnaire. Les électrons dans un atome ne tournent pas simplement au hasard. Ils sont confinés à des distances spécifiques et quantifiées du noyau. Bohr est allé encore plus loin en proposant qu'il existe une distance minimale à laquelle un électron peut se trouver du noyau. Il ne pouvait pas s'en rapprocher davantage. Les idées de Bohr n'étaient pas de simples suppositions. Elles s'appuyaient sur les travaux antérieurs du physicien allemand Max Planck, environ une décennie avant la percée de Bohr. Planck avait introduit le concept de quantification dans l'émission de radiation. Il a suggéré que les objets ne pouvaient absorber ou libérer de l'énergie que par quantité fixe et non de manière arbitraire. Ces quantités fixes étaient définies par une constante connue sous le nom de constante de Planck. Bohr s'est inspiré des travaux de Planck et les a appliqués spécifiquement aux électrons en orbite autour du noyau. Il a affirmé que la plus petite orbite qu'un électron pouvait avoir correspondait à un moment angulaire égal à une fois la constante de Planck. Les orbites plus grandes pouvaient avoir un moment angulaire d'égal à 2 ou 3 fois la constante de Planck, mais jamais des fractions comme 1, 3 ou 2. Si le modèle de Bohr a jeté les bases d'une compréhension plus précise de la structure atomique et a aidé à expliquer le comportement des électrons dans les atomes. Pour comprendre pleinement pourquoi
les électrons suivent des orbites spécifiques et occupent des niveaux d'énergie bien définis. Il a fallu développer la mécanique quantique. Les électrons, comme les autres particules de matière, présentent des caractéristiques duales, se comportant à la fois comme des particules et comme des ondes. Alors que nous pourrions imaginer un électron comme une minuscule planète tournant autour d'un noyau. Une autre façon de le concevoir est de le voir comme une onde qui entoure le noyau, lorsque les ondes sont confinées dans un espace spécifique. Elles doivent respecter des règles particulières. Elles ne peuvent pas avoir n'importe quelle longueur d'onde. Elles doivent s'adapter à des modèles d'ondes stationnaires spécifiques, correspondant parfaitement à l'espace qu'elles occupent. Pensez à cela comme à jouer d'un instrument de musique lorsque vous fixez les extrémités d'une corde de guitare. Seules certaines longueurs produisent des notes distinctes. De même, l'onde de l'électron entourant un noyau doit correspondre à l'espace donné. Et la plus proche orbite correspond à la première onde stationnaire de cet électron. À mesure que la mécanique quantique progressait, ce modèle s'est affiné, mais le concept fondamental est resté le même. Un électron ne peut pas s'approcher du noyau au-delà d'un certain point en raison des restrictions de la mécanique quantique qui l'empêche d'occuper un espace plus petit. Cette analogie, comparant le comportement des électrons à des harmonies musicales, offre un pont vers la compréhension de l'interaction fascinante entre la mécanique quantique et la danse dynamique des particules dans le domaine microscopique. Une autre manière de voir cela n'implique pas du tout la mécanique quantique, mais se concentre plutôt sur les différentes énergies en jeu. Un électron en orbite autour d'un noyau ressent une attraction électrique qui le tire vers le noyau, tandis que son énergie cinétique le repousse pour qu'un atome soit stable. Ces forces doivent être équilibrées. L'énergie totale d'un électron en orbite, son énergie cinétique et potentielle combinée, est négative, ce qui signifie que de l'énergie doit être ajoutée à l'atome pour retirer l'électron, tout comme il faut de l'énergie pour retirer une planète du système solaire. Imaginez un électron tombant vers le noyau en raison de la charge électrique, mais à cause de la mécanique quantique. Il n'atteint jamais le noyau et reste en orbite. Cet équilibre des forces permet à l'atome de rester stable et de maintenir ses composants ensemble. Maintenant, explorons le fascinant voyage de la formation du premier atome, un processus intimement tissé dans la trame de notre vaste univers, tout ce qui nous entoure, de la plus petite particule au plus grand corps céleste, est composé d'une multitude incroyable d'atomes, dépassant les 10 quadrillions de vigintillions dans le cosmos observable. Ces atomes, les blocs de construction de la matière, sont constitués d'électrons, de protons et de neutrons, qui eux-mêmes sont composés de particules encore plus petites appelées quarks. Les origines de ces particules remontent à un événement monumental connu sous le nom de Big Bang. La théorie du Big Bang sert de guide cosmique, expliquant la création de l'univers. Cette théorie suggère qu'une immense quantité d'énergie était condensée lors de la naissance de l'univers, conduisant à la formation des atomes. Cependant, ce n'est que le début de l'histoire scientifique. Les subtilités du Big Bang nécessitent une exploration plus approfondie de l'univers primitif. Malheureusement, le moment exact du début de l'univers reste un mystère, nous laissant nous interroger s'il a réellement eu un commencement. Notre outil le plus fiable pour comprendre le cosmos, le modèle standard de la cosmologie, nous permet de remonter le temps
jusqu'à un moment proche du commencement de l'univers, où la théorie prédit une singularité, un point de densité infinie, où toute la matière et l'énergie étaient comprimées dans un espace incroyablement petit. Cependant, de nombreux physiciens restent sceptiques quant à la précision exacte de cette prédiction. Notre voyage scientifique nous ramène à une époque très proche de la naissance de l'univers. Au-delà de ce point, notre compréhension devient floue et incertaine. Avant ce bref moment, les détails de la création de l'univers restent cachés, nous laissant nous interroger sur les secrets de cette époque primordiale. Alors que nous poursuivons notre quête de compréhension, nous approchons de la toute limite du temps. Pourtant, le moment insaisissable où le temps a réellement commencé reste un mystère, invitant à une exploration et une réflexion plus approfondie. Pour plonger plus profondément dans les premiers stades de l'univers, nous devons explorer une théorie quantique de la gravité, une fusion des principes qui régissent à la fois les objets massifs et les plus petites particules. Cette exploration cosmique se déroule pendant une période connue sous le nom d'époque de Planck, où les forces fondamentales de l'univers, l'électromagnétisme, la force faible, la force forte et la gravité auraient fusionné en une seule force. Maintenant, parcourons la chronologie de la théorie du Big Bang. Nous commençons avant l'époque de Planck, en entrant dans l'ère de l'évolution cosmique. Cependant, pour éviter la mystérieuse singularité au tout début, nous devons avancer prudemment, en reconnaissant l'incertitude de l'état de l'univers durant cette période énigmatique. Notre voyage théorique se poursuit avec l'époque de l'inflation. Pendant cette période, l'univers a connu une expansion extraordinaire, bien au-delà de notre compréhension habituelle. Cette expansion s'est produite plus rapidement que la lumière, transformant l'univers d'un point minuscule en quelque chose de bien plus vaste. Il est important de noter que, bien que l'information ne puisse pas voyager plus vite que la lumière, l'inflation cosmique implique l'expansion de l'espace lui-même, permettant à des points éloignés dans l'espace de s'éloigner plus rapidement que la lumière ne peut voyager entre eux. Bien que l'inflation offre un aperçu fascinant des premiers instants de l'univers, notre compréhension la plus significative vient de la phase qui a suivi l'inflation. Ici, nous ne voyons pas le Big Bang comme un point unique, mais comme une période où l'univers primitif était rempli de chaleur extrême, de densité et d'une expansion rapide. En explorant cette chronologie cosmique, nous dévoilons les complexités des débuts de l'univers, explorant les forces et les processus qui ont façonné le cosmos. L'inflation reste une théorie clé pour comprendre cette période, bien que l'énergie à l'origine de cette expansion rapide soit encore inconnue. Cette phase d'inflation efface également toute information sur ce qui existait avant, nous laissant avec une question ouverte sur les véritables origines de l'univers. Le modèle standard de la cosmologie devient plus clair après les premières étapes de l'univers, car ces niveaux d'énergie peuvent être recréés dans les accélérateurs de particules modernes. Cependant, les événements des premiers instants restent spéculatifs, y compris le moment où les forces fondamentales de la gravité, la force forte et les forces électromagnétiques et faibles combinées étaient unifiées. L'origine des premières particules élémentaires sans masse présente une énigme cosmique, avec plusieurs récits possibles. Une possibilité est que ces particules soient nées du chaos énergétique du Big Bang, tandis qu'une autre hypothèse suggère qu'elles sont issues
d'une transformation au sein du champ d'inflation, où le champ d'inflaton s'est transformé en particules élémentaires qui composent notre univers actuel. Ce moment crucial dans l'histoire de l'univers s'est produit peu après le Big Bang, lorsque les forces cosmiques de l'électricité et la force faible ont commencé à se séparer. C'est à cette époque que le champ de Higgs a acquis un potentiel qui a conféré une masse aux particules élémentaires, préparant ainsi le terrain pour la formation éventuelle des atomes. Alors que l'univers continue de s'étendre et de se refroidir, la chaleur intense empêche les quarks de former des particules composites plus grandes comme les protons et les neutrons. Cependant, à mesure que les températures chutent à environ 1 trillion de Kelvin, une transformation cosmique se produit. Les quarks commencent à fusionner en un gaz de hadrons, produisant des protons, des neutrons et certains mésons. Ces mésons se désintègrent ensuite en photons et en électrons. Avec chaque baisse de température, un processus d'annihilation particule-antiparticule se produit, produisant des paires comme les neutrinos et les photons, curieusement. Une petite asymétrie dans cette danse cosmique permet à certains quarks et électrons de persister, créant les protons, neutrons et électrons essentiels à la formation des atomes. Environ 1 seconde après le Big Bang, pendant l'époque des leptons, les températures chutent à environ 5 milliards de Kelvin. Durant cette période, les leptons subissent des processus d'annihilation similaires, ne laissant derrière eux que des photons et des neutrinos, en raison du déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Une petite quantité de protons, neutrons et électrons subsistent, formant les blocs de construction de base des atomes. Quelques minutes après la naissance de l'univers, commence l'ère de la nucléosynthèse primordiale. Pendant cette période, des protons et des neutrons sont créés en quantités à peu près égales. Cependant, à mesure que la température continue de baisser, les neutrons se désintègrent en protons via la désintégration bêta. Malgré cela, certains neutrons libres se combinent avec d'autres hadrons pour former des noyaux atomiques plus grands avant de se désintégrer. Ce processus aboutit à un univers composé d'environ 75% de noyaux d'hydrogène, 25% de noyaux d'hélium-4, avec de faibles quantités de deutérium, d'hélium-3 et de traces infimes de noyaux de lithium-9. Un chapitre significatif de cette histoire cosmique est l'époque des photons, qui dure environ 300 à 80 000 ans. Pendant ce temps, l'univers est principalement constitué de noyaux ionisés, sans électrons pour former des atomes neutres et stables. Cependant, durant cette époque, l'univers reste plongé dans une chaleur intense, obligeant les électrons à devenir des compagnons temporaires des nucléons, avant que la force implacable de leur énergie élevée ne les pousse à se séparer. Cette séparation persistante maintient une opacité cosmique, où les photons porteurs de lumière interagissent en continu avec les nucléons et les électrons, ralentissant leur voyage à travers l'immensité cosmique, alors que ce drame cosmique se déroule. L'époque des photons continue jusqu'à ce que l'univers subisse un refroidissement transformateur, atteignant une température de 3000 Kelvin. À ce stade cosmique, les électrons, désormais avec une énergie réduite, succombent à la force électromagnétique, forgeant des liens durables avec les nucléons dans un processus appelé recombinaison. Cette alchimie cosmique marque la naissance des atomes neutres stables, libérant ainsi les photons de leur enchevêtrement
au milieu du tumulte cosmique, des nucléons positifs et des électrons négatifs. Désormais, ces photons entament un voyage libre à travers la toile cosmique. Pour les spectateurs cosmiques dans le théâtre du cosmos, ce voyage lumineux offre un spectacle visuel encore observable aujourd'hui, la première lumière de l'univers, connue sous le nom de fond diffus cosmologique, se déploie dans toutes les directions. Cet émissaire lumineux capture le moment où les premiers atomes neutres stables font leur apparition cosmique, révélant des informations cruciales sur les débuts de l'univers et la formation complexe des atomes. En explorant ces révélations cosmiques, une question intrigante se pose. Les atomes se touchent-ils réellement? Cette question plonge dans la nature fondamentale des interactions atomiques, nous invitant à contempler les mystères profonds qui régissent le comportement de ces blocs élémentaires. Dans la grande tapisserie du cosmos, les atomes sont constamment engagés dans une danse d'interactions. Cependant, comprendre la complexité de ces interactions nécessite de redéfinir notre concept de contact. Notre compréhension conventionnelle de l'interaction provient du monde observable qui nous entoure. Par exemple, lorsque vous poussez un aimant vers un autre, vous observez une interaction lorsqu'il se rapproche. De même, lorsque vous rapprochez deux ballons chargés différemment, l'un positivement et l'autre négativement, il y a une interaction entre leurs surfaces chargées. Dans ces cas, les forces magnétiques ou électrostatiques entre les objets démontrent une interaction entre des entités distinctes. Les propriétés des pôles des aimants ou la charge sur les ballons influencent la nature de leur interaction, créant un échange dynamique. À l'échelle microscopique, cependant, notre compréhension conventionnelle rencontre des défis, suscitant une certaine perplexité quant aux interactions à l'échelle atomique. Si nous pouvions zoomer à l'échelle atomique, nous observerions une scène animée où les atomes et les molécules sont en mouvement perpétuel, se heurtant, tournant et tourbillonnant dans une symphonie chaotique. Au milieu de ce tumulte microscopique, une révélation importante émerge. Les atomes n'ont pas de frontières distinctes. Au cœur du noyau, les protons et les neutrons se regroupent, tandis que les électrons existent dans un nuage de probabilités, indiquant des emplacements potentiels qu'ils pourraient occuper. La mécanique quantique nous permet de calculer ces probabilités, révélant qu'elles s'étendent sur de vastes espaces. Pourtant, dans la plupart des scénarios observables, les électrons tendent à rester proches du noyau. Ainsi, à moins que nous ne soyons engagés dans des expériences à haute énergie, il n'est pas urgent de plonger trop profondément dans ces subtilités. Comme les atomes n'ont pas de surface solide, il n'y a pas de contact physique au sens traditionnel, car les surfaces ne se rencontrent jamais directement. Cependant, toucher peut aussi impliquer une interaction proche et influente. Et dans ce sens, les atomes sont toujours en contact. Les atomes interagissent en raison de la force électromagnétique qui découle des charges électriques des électrons et des protons qu'ils contiennent. Techniquement, cette force a une portée infinie, mais ne devient significative que lorsque les atomes sont suffisamment proches. Parfois, les atomes se repoussent à cause de la force électromagnétique entre leurs électrons. Dans de tels moments, il est difficile de décrire leur interaction autrement que comme un contact. Même si ce n'est pas instantané, cela reste un contact. Par exemple, lorsque nous observons une tasse reposant sur une table, à l'échelle atomique,
Les électrons à la surface extérieure de la tasse sont repoussés par les électrons à la surface extérieure de la table, malgré l'écart entre les couches d'électrons. Les atomes sont suffisamment proches pour avoir un effet significatif les uns sur les autres. Cela est évident du fait que la tasse ne tombe pas à travers la table, car les forces électromagnétiques entre les atomes contrebalancent la gravité qui agit sur la tasse, à grande échelle. Lorsque nous disons que deux objets se touchent, cela reflète la même interaction, à petite échelle. Les atomes peuvent interagir de diverses manières, et ce n'est pas aussi simple que de toujours être repoussés par la force électromagnétique. Lorsque les atomes se rapprochent, il existe une force appelée force de Van der Waals, une composante de la force électromagnétique, fait surprenant. Cette force peut créer des liens entre les atomes, conduisant à la formation de molécules. Dans une molécule, les atomes sont essentiellement en contact les uns avec les autres. Fait intéressant, même les noyaux des atomes peuvent potentiellement se toucher, bien que cela soit difficile en raison de la forte répulsion électromagnétique entre les protons chargés positivement de chaque noyau. Dans de tels cas, la mécanique quantique entre en jeu. Si deux atomes sont rapprochés et maintenus ensemble pendant un certain temps, il y a une chance, bien que rare, que leurs noyaux puissent se mélanger. Ce processus, connu sous le nom de fusion nucléaire, implique la fusion de deux atomes distincts en un seul atome plus grand, lorsque les atomes impliqués sont plus légers que le fer. Cette fusion libère de l'énergie, un processus fondamental qui alimente les étoiles, y compris notre Soleil. Explorons maintenant le concept d'atome, identique au sein d'un même élément. Aucun atome du même élément chimique n'est vraiment identique. Tout d'abord, les électrons dans un atome peuvent exister dans différents états, ce qui signifie que deux atomes du même élément peuvent différer si leurs électrons sont dans des états différents. Par exemple, un atome de cuivre avec un électron excité et un autre atome de cuivre avec tous les électrons à l'état fondamental sont distincts. L'atome de cuivre excité émettra de la lumière lorsque l'électron retournera à l'état fondamental, tandis que l'atome de cuivre à l'état fondamental ne le fera pas. La manière dont un atome forme des liaisons chimiques dépend des états de ses électrons. Donc deux atomes du même élément peuvent réagir différemment s'ils sont dans des états différents. Les chimistes le comprennent bien. Et pour décrire et prévoir précisément une réaction, il est nécessaire de spécifier les états d'ionisation et d'excitation des électrons dans les atomes. De plus, lorsqu'un atome est laissé sans perturbation, il ne possède généralement pas un nombre égal de protons et d'électrons, même lorsque deux atomes du même élément ont leurs électrons dans des états identiques. Ils ne sont pas vraiment identiques. Des facteurs tels que leur mouvement ou leur rotation à des vitesses différentes peuvent influencer leur capacité à former des liaisons chimiques. Les atomes se déplaçant plus lentement, comme ceux dans l'étain solide, ont suffisamment de temps pour établir des liaisons stables. En revanche, les atomes à des vitesses plus élevées, comme ceux dans l'étain liquide, peinent à former des liaisons stables. Par conséquent, un atome d'étain se déplaçant lentement se comporte différemment d'un atome d'étain se déplaçant rapidement. Maintenant, considérons un scénario où deux atomes du même élément, avec leurs électrons dans les mêmes états,
se déplacent et tournent à la même vitesse, seraient-ils alors indiscernables? La réponse est non, comme les électrons. Les neutrons et les protons dans le noyau peuvent exister dans différents états excités. De plus, le noyau dans son ensemble peut tourner et vibrer à différentes vitesses. Ainsi, même si tous les autres aspects sont identiques, deux atomes d'or pourraient avoir leur noyau dans des états excités différents, les conduisant à se comporter différemment dans les réactions nucléaires. En somme, obtenir une identité parfaite entre deux atomes du même type est une tâche extrêmement difficile. Même lorsqu'on traite de deux atomes qui sont essentiellement identiques chimiquement et présentent des réactions chimiques identiques, ils ne peuvent pas être considérés comme complètement identiques. Cette affirmation va au-delà des considérations liées aux électrons et englobe le noyau d'un atome. Le noyau est composé de neutrons et de protons étroitement liés, et il est essentiel de reconnaître que des atomes du même type peuvent avoir un nombre différent de neutrons, tout en appartenant à la même espèce atomique. Ces variantes, connues sous le nom d'isotopes, ont des implications, notamment dans les réactions nucléaires et plus spécifiquement dans des processus comme la désintégration radioactive. Bien que la présence d'un isotope particulier n'ait pas d'impact sur les réactions chimiques d'un atome, elle influence de manière significative le comportement de l'atome dans les réactions nucléaires. Divers isotopes ont des taux de désintégration différents et présentent des caractéristiques distinctes dans les processus radioactifs. L'importance et la prévalence des réactions nucléaires, comme la désintégration, varient d'un isotope à l'autre. Certains isotopes se désintègrent rapidement, se transformant en d'autres éléments, tout en émettant des radiations, tandis que d'autres restent stables. Dans des contextes comme la datation au carbone, il devient crucial de différencier les isotopes d'un même élément. Par exemple, un atome de carbone 12 n'est pas équivalent à un atome de carbone 14. Compter simplement le nombre total d'atomes de carbone dans un échantillon ne donne pas d'informations sur l'âge de l'échantillon. Au lieu de cela, une analyse approfondie implique de compter le nombre de différents isotopes de carbone présents dans l'échantillon. Cependant, il est important de comprendre que les atomes n'ont pas d'identité individuelle au-delà de ce qui a été mentionné ici. Si deux atomes de carbone sont dans les mêmes états moléculaires, atomiques, électroniques et nucléaires, alors ces deux atomes de carbone sont identiques, indépendamment de leur origine ou de leur passé, les atomes étant les blocs de construction de la réalité. Pourrait-il aussi avoir une couleur? N'est-ce pas? Ou est-ce le cas? Lorsque vous regroupez de nombreux atomes ensemble, vous obtenez l'écran que vous regardez actuellement, qui a sans aucun doute une couleur. Alors, cela signifie-t-il que chaque atome individuel a aussi sa propre couleur? Si c'est le cas, est-ce le noyau ou peut-être les électrons qui sont colorés? Et si oui, de quelle couleur? Les couleurs que vous voyez sont créées par le cerveau humain. Elles n'existent pas réellement en dehors de votre perception visuelle. Alors, qu'est-ce que la couleur exactement? Pour comprendre cela, il faut saisir la nature de la lumière. La lumière est composée de particules appelées photons. Cependant, ce comportement n'est perceptible que lorsqu'il est observé. Autrement, il se comporte comme des ondes électromagnétiques.
Ce phénomène est connu sous le nom de dualité onde-particule. Et oui, c'est étrange. Ces ondes ont des fréquences spécifiques et sont classées en 7 sections principales de longueur d'onde, allant des ondes radio aussi grandes que la Terre aux rayons gamma aussi petits que des atomes. L'œil humain ne peut percevoir qu'une petite partie de ce spectre, connu sous le nom de lumière visible, tandis que tout le reste demeure invisible. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette région particulière est importante. C'est parce que les premiers yeux ont évolué alors que les organismes vivaient dans des environnements sous-marins, et cette partie de la lumière est transparente dans l'eau. En revanche, la lumière infrarouge et ultraviolette rend l'eau quelque peu opaque. Si les premiers organismes avaient évolué dans des lacs de soufre sur une planète orbitant autour d'une étoile à neutrons, leurs yeux se seraient peut-être adaptés à voir quelque chose comme les rayons X. Maintenant que nous comprenons comment la lumière se forme et comment elle nous aide à percevoir les couleurs, explorons ce sujet en profondeur. Au cœur du Soleil, les noyaux d'hydrogène subissent une fusion nucléaire en raison de l'immense pression, se transformant en particules alpha et émettant des rayonnements gamma. Ce rayonnement rebondit à l'intérieur du Soleil, entrant en collision avec d'autres atomes d'hydrogène pendant des milliers d'années, perdant de l'énergie au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il émerge finalement sous forme de lumière visible ou ultraviolette qui atteint ensuite la Terre. La lumière se comporte de 2 façons. Lorsqu'elle rencontre un matériau, elle peut être absorbée ou réfléchie. Cela dépend de la composition du matériau. Prenons un morceau de tissu bleu. Par exemple, il paraît bleu parce qu'il reflète la partie bleue de la lumière tout en absorbant toutes les autres parties. Ainsi, il est de toutes les couleurs sauf bleu, car le bleu est réfléchi et non absorbé. C'est pourquoi les objets noirs deviennent très chauds. Au soleil, ils absorbent toute la lumière et ne reflètent que peu. À l'inverse, les objets blancs réfléchissent la plupart de la lumière et n'en absorbent que peu. Tout cela s'appelle la réflexion et l'absorption en vrac. Lorsqu'un faisceau de lumière rencontre un ensemble d'atomes en même temps, des facteurs comme la distance entre les molécules ou leur arrangement peuvent affecter les couleurs de la lumière réfléchie. Par exemple, bien que la neige et la glace soient constituées des mêmes molécules, leur disposition différente rend la neige blanche et la glace transparente. Pendant ce temps, l'eau n'absorbe pas beaucoup de lumière, permettant à la plupart de passer à travers. Pour échapper à la lumière du soleil, il faudrait plonger profondément dans l'océan. Réexaminons notre question initiale. Les atomes eux-mêmes peuvent-ils avoir des couleurs? Dans le contexte de la réflexion en vrac, la réponse simple est non. Cela s'explique par le fait que les longueurs d'onde de la lumière sont bien plus grandes que la taille d'un atome unique, rendant impossible la distinction des couleurs à une si petite échelle. Cependant, lorsqu'on considère le rayonnement thermique, un phénomène intéressant se produit. Lorsqu'une substance est chauffée, les atomes à l'intérieur s'agitent davantage, entraînant la libération de photons de manière surprenante. La lumière émise suit le même spectre de couleurs. Quelle que soit la substance chauffée, il est important de noter que cet affichage coloré ne se produit que lorsque de nombreuses particules sont présentes. Les atomes isolés ne montrent aucune couleur discernable par le rayonnement thermique. Concentrons-nous maintenant sur la décharge de gaz. Lorsqu'un courant électrique traverse un groupe d'atomes, cela les excite.
provoquant la libération de photons. La lumière émise apparaît sous différentes couleurs, selon la substance spécifique, créant un spectre d'émission unique pour chaque élément. Par exemple, les atomes d'hydrogène émettent des couleurs distinctes, un phénomène partagé par des éléments comme le fer. En gros, chaque élément a son propre empreinte couleur définie par son spectre d'émission. On pourrait penser à cela comme la couleur de l'élément, mais de notre point de vue quotidien, les atomes sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde de la lumière. Par conséquent, le concept de couleur ne s'applique pas à l'échelle atomique dans notre compréhension conventionnelle. Passons maintenant à une nouvelle question. Pourquoi les protons dans le noyau ne se repoussent-ils pas dans la nature? Il existe 4 forces fondamentales. La gravité, la force faible, l'électromagnétisme et la force forte, alors que nous sommes familiers avec la gravité à grande échelle. Au niveau quantique, les 3 autres forces deviennent plus significatives. L'électromagnétisme, qui est environ 10^37 fois plus fort que la gravité, est responsable de l'attraction des électrons vers les protons dans les atomes. Vous vous demandez peut-être pourquoi plusieurs protons dans les noyaux atomiques ne se repoussent pas fortement en raison de l'électromagnétisme. Selon la loi de Coulomb, dans un atome d'hélium, 2 protons devraient subir une force de répulsion qui les ferait s'éloigner instantanément. Cependant, les protons restent ensemble grâce à une force encore plus forte, appelée force nucléaire forte, environ 100 fois plus puissante que l'électromagnétisme. Cette force opère à l'échelle des noyaux atomiques et, bien qu'elle fonctionne différemment de l'électromagnétisme, elle est la clé qui permet aux protons de rester liés dans le noyau. Cette force nucléaire forte est cruciale pour comprendre pourquoi les noyaux atomiques restent intacts malgré les forces de répulsion entre les protons. Le monde de la chromodynamique quantique explique comment les protons et les neutrons restent solidement liés à l'intérieur des noyaux atomiques, résistant à la forte poussée de l'électromagnétisme. La force nucléaire forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, représente environ 99% de la masse des objets quotidiens, ce qui peut surprendre, car beaucoup de gens pensent que le champ de Higgs y contribue davantage. Pour approfondir les complexités de la force forte, examinons la composition des protons et des neutrons. À l'intérieur de ces particules subatomiques, nous rencontrons des quarks, des entités minuscules qui composent la matière, et des gluons, des particules responsables du transport de la force. Un proton est composé de 2 quarks, up, et d'un quark, down, tandis qu'un neutron contient 2 quarks, down, et un quark, up. Les gluons, qui maintiennent les quarks à proximité, possèdent une charge de couleur, un terme distinct des couleurs optiques, et sont représentés par le rouge, le vert et le bleu. Ces couleurs se combinent pour créer la couleur neutre blanche, pour atteindre des charges neutres. On peut soit mélanger les 3 couleurs, soit utiliser des charges couleur anticolore. La connexion entre les gluons et les quarks joue un rôle crucial dans leur cohésion. Il est important de noter que seuls les quarks et les gluons sont affectés par la force forte, avec les gluons jouant le rôle de messagers, semblable aux photons dans l'électromagnétisme. Lorsque les quarks essaient de s'éloigner trop l'un de l'autre, une sorte de bande élastique entre en jeu, au lieu de permettre aux quarks de s'échapper.
L'énergie requise engendre une nouvelle paire quark-antiquark appelée méson. Cette stipulation garantit que les quarks libres ne peuvent pas exister, indépendamment qu'ils sont toujours liés à au moins un autre quark. Le rôle des mésons est essentiel pour comprendre comment les protons et les neutrons interagissent à l'intérieur du noyau atomique. Bien que moins puissante que la force agissant à l'intérieur des nucléons, la force nucléaire forte dépasse de loin la répulsion due aux protons chargés positivement en raison de l'électromagnétisme. L'intérêt de la force nucléaire forte réside dans son action à des distances remarquablement courtes, à peu près équivalentes au diamètre d'un proton. Cependant, sa puissance diminue rapidement à mesure que la distance augmente. Cette caractéristique est cruciale car elle impose une limite à la taille des noyaux atomiques stables, empêchant leur expansion au-delà d'un certain seuil. Pour approfondir son rôle, la force nucléaire forte, facilitée par les mésons, joue un rôle clé en liant fermement les protons et les neutrons au sein des noyaux atomiques. Cette force fonctionne en harmonie avec la force forte responsable de maintenir les quarks ensemble à l'intérieur des nucléons. Comprendre les subtilités de la force forte est essentiel pour démêler la nature de la matière et comprendre l'existence des objets et des formes de vie que nous connaissons. Examinons maintenant la taille d'un proton, une particule fondamentale dans le paysage subatomique, alors que l'on pourrait penser que notre compréhension des propriétés atomiques, y compris la taille du proton, a atteint un niveau satisfaisant après de nombreuses études. Une expérience révolutionnaire en 2010 a introduit un rebondissement significatif. Cette expérience a remis en question nos idées existantes en fournissant une mesure très différente de la taille d'un proton, ce qui a conduit à une réévaluation de notre compréhension après près d'une décennie d'analyses et d'examens minutieux. Les scientifiques pensent avoir résolu cette énigme fascinante, souvent appelée le mystère du rayon du proton. Avant de plonger dans les détails des dernières découvertes, il est crucial de dissiper certaines idées simplifiées concernant les atomes, contrairement à l'idée selon laquelle un proton serait une bille lisse. Il est plus précisément décrit comme un nuage de quarks maintenus ensemble par des gluons, ajoutant une couche de complexité à notre compréhension de ces particules fondamentales. Les quarks jouant un rôle crucial dans la formation des caractéristiques du proton, en particulier sa charge positive. Comprendre les dimensions de cette limite de charge positive fournit essentiellement des informations sur la taille du proton. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques ont utilisé deux approches distinctes pour déterminer le rayon de la limite du proton, en menant des recherches complexes pour percer les mystères de ces particules subatomiques. La première méthode consiste à diriger des électrons vers des atomes, souvent en se concentrant sur l'hydrogène en raison de sa simplicité, un seul proton dans le noyau, entouré d'un électron. Grâce à une observation minutieuse des interactions entre les électrons et le noyau, les scientifiques discernent où la charge positive du proton commence à diminuer, marquant effectivement la limite de sa taille. La deuxième méthode explore la dynamique de l'énergie à l'intérieur d'un atome, en mesurant spécifiquement l'énergie requise pour exciter un électron d'un état à un autre. L'hydrogène est un sujet d'étude courant, son électron ne se contentant pas de tourner autour du proton dans un état d'énergie inférieure, mais passant occasionnellement du temps à l'intérieur même du proton.
La danse complexe entre l'électron chargé négativement et le proton chargé positivement affecte leur attraction électrique, influençant l'énergie nécessaire pour que l'électron passe à un niveau d'énergie supérieur. Par conséquent, un proton plus grand est censé permettre à l'électron de passer plus de temps à l'intérieur, entraînant une liaison atomique plus faible. Dans les annales de l'exploration scientifique, la détermination de la taille du proton a suivi une évolution fascinante. Traditionnellement, les chercheurs ont atteint un consensus en utilisant des électrons, estimant le rayon du proton à environ 0, puissance 176 femtomètres. Cependant, un changement sismique s'est produit dans le paysage scientifique il y a environ une décennie, lorsqu'une nouvelle approche a émergé. S'écartant de l'utilisation conventionnelle des électrons, les scientifiques ont entrepris une trajectoire innovante en utilisant des muons dans des expériences à haute énergie, éclairant sous un nouveau jour l'enquête sur les dimensions du proton. Cette déviation intrigante a incité une réévaluation de notre compréhension de la taille du proton, ravivant la quête de précision dans le captivant domaine de la physique des particules, les muons. Semblables à leurs homologues, les électrons à bien des égards, différents de manière significative en raison de leur masse, qui est 207 fois supérieure à celle des électrons. Cette caractéristique unique fait que les muons passent beaucoup plus de temps à l'intérieur du proton. La masse accrue et le temps d'interaction prolongé rendent les muons des millions de fois plus sensibles à la taille du proton par rapport aux électrons ordinaires dans l'hydrogène. Dans une expérience révolutionnaire impliquant l'hydrogène muonique, les scientifiques ont découvert que la taille du proton était environ 4% plus petite que la valeur précédemment acceptée, dérivée des expériences traditionnelles basées sur les électrons. Cette anomalie captivante a entraîné une réévaluation des mesures antérieures, mettant en lumière des questions fascinantes sur une éventuelle nouvelle physique ou des particules élémentaires encore inconnues. L'exploration de la taille du proton est ainsi devenue une aventure dynamique, défiant et élargissant notre compréhension des éléments fondamentaux de l'univers. En septembre 2019, des chercheurs de l'Université York à Toronto ont mené une expérience utilisant l'hydrogène électronique standard, en employant une technique de mesure avancée appelée champs oscillatoires séparés par décalage de fréquence, en excitant l'électron à un état d'énergie supérieur. Ils ont obtenu des résultats en accord avec l'expérience sur l'hydrogène muonique réalisée en 2010, indiquant un rayon du proton d'environ 0,3 FM. Cette convergence de résultats provenant de différentes méthodologies a offert une compréhension plus cohérente de la taille du proton, suggérant que l'écart précédent était probablement dû à des erreurs de mesure, plutôt qu'à l'annonce de nouveaux domaines en physique des particules. En réfléchissant à la nature apparemment contradictoire des atomes, où la majorité de l'espace est considérée comme vide, une analogie macroscopique s'avère éclairante. Imaginez une table agrandie à 1 milliard de fois sa taille, rendant ces atomes comparables à des melons, malgré cette échelle significative. Le noyau au centre de l'atome reste minuscule et invisible, tout comme les électrons dans leur danse orbitale. La question se pose, pourquoi les objets ne traversent-ils pas simplement ce vide apparent? Et pourquoi la lumière ne peut-elle pas pénétrer ces espaces atomiques?
pour percer le mystère de la solidité des objets, en particulier l'expérience tactile du toucher d'une table. Il est essentiel d'examiner le comportement complexe des électrons au sein des atomes. Notre compréhension initiale des électrons pourrait être trop simplifiée. Contrairement à l'analogie des orbites planétaires, les électrons ne tournent pas autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. Imaginez plutôt les électrons comme un essaim dynamique, semblable aux mouvements rapides et imprévisibles d'abeilles ou d'oiseaux, alors que suivre les mouvements individuels dans cet essaim est pratiquement impossible en raison de leur vitesse. Leur comportement collectif forme des motifs distincts ressemblant à une danse synchronisée. Cette danse des électrons n'est pas arbitraire, elle suit des schémas prédéterminés, comparables aux pas de la danse de salon, régis par les équations mathématiques d'Erwin Schrödinger. Ces schémas électroniques façonnent le caractère de leurs mouvements. Les motifs eux-mêmes présentent un spectre de dynamique, certains sont gracieux et lents, ressemblant à une valse, tandis que d'autres sont vifs et rapides, rappelant une danse charleston. Chaque électron suit strictement son motif unique, et le principe d'exclusion garantit qu'aucun électron au sein d'un atome n'exécute le même pas. En imaginant les électrons comme des participants à une danse complexe, nous comprenons mieux le chaos organisé au niveau atomique, contribuant à la compréhension des propriétés physiques qui définissent la solidité des objets du quotidien. Bien que les électrons ne se fatiguent pas, les transitions entre les motifs de danse impliquent un échange d'énergie. Passer à un motif de danse plus rapide nécessite un apport d'énergie, tandis que passer à un motif plus lent entraîne une libération d'énergie, souvent sous forme de lumière. Lorsque l'énergie externe sous forme de lumière interagit avec les électrons, ils absorbent une partie de cette énergie, passant à un motif de danse plus énergique. Pour un faisceau de lumière tentant de traverser un matériau comme une table, les électrons dans les atomes constituant le matériau absorbent avec empressement l'énergie de la lumière, entravant ainsi son passage. Après un court intervalle, ces électrons libèrent l'énergie absorbée, potentiellement sous forme de lumière, à nouveau. L'interaction entre l'absorption et la réflexion de la lumière, ainsi que les changements dans les motifs de danse, se manifestent sous forme de reflets et de couleurs. Ce processus complexe contribue à la perception de la table comme un objet solide. Cela soulève cependant une autre question si la lumière ne pénètre pas loin dans la table. Comment la table semble-t-elle solide au toucher? La sensation de solidité lorsqu'on touche un objet comme une table est intimement liée aux interactions dynamiques des électrons au sein des atomes. Lorsque vous tendez la main pour toucher la table, les électrons des atomes de vos doigts se rapprochent des électrons des atomes de la table. Lorsque les électrons d'un atome s'approchent du noyau d'un autre atome, les motifs établis de leur mouvement subissent une transformation. Cette transformation survient parce qu'un électron dans un niveau d'énergie inférieur autour d'un noyau ne peut pas reproduire la même danse autour de l'autre noyau, car cette place est déjà occupée par l'un de ses propres électrons. Par conséquent, l'électron entrant doit passer à un rôle plus énergétique et non occupé. Ce changement dans les schémas de danse des électrons nécessite de l'énergie, et contrairement à l'absorption de lumière, cette fois-ci, c'est la force exercée par votre doigt qui fournit cette énergie. Pousser deux atomes à se rapprocher demande de l'énergie, car tous leurs électrons doivent passer à des états plus énergétiques
non occupé. Tenter de rapprocher tous les atomes de la table et ceux de votre doigt exige une quantité considérable d'énergie, plus que ce que vos muscles peuvent fournir facilement. La résistance que vous ressentez en appuyant contre la table avec votre doigt résulte de cette demande en énergie, expliquant pourquoi et comment la table vous semble solide au toucher. Maintenant, en abordant la question de savoir pourquoi les atomes forment des molécules, il est essentiel de reconnaître que l'univers visible se compose principalement de moins de 100 éléments naturels. Cependant, la diversité remarquable des substances chimiques que nous observons dans le cosmos et chez les organismes vivants découle du fait que les atomes existent rarement de manière isolée. Au lieu de cela, ils s'engagent avidement dans des liaisons chimiques, se combinant avec d'autres atomes pour former des molécules. Cette propension à former des liaisons donne lieu à une vaste gamme de combinaisons chimiques et de matériaux, contribuant non seulement aux nombreux phénomènes observés dans l'univers, mais aussi aux structures complexes essentielles à la vie, aux sources d'énergie, à la conscience et à divers processus macroscopiques. En essence, l'univers échappe à la monotonie parce que les atomes forment des liaisons, aboutissant à des produits chimiques complexes aux propriétés fondamentalement distinctes de celles de leurs atomes constitutifs. Ce phénomène fascinant s'explique par le rôle central que joue l'énergie dans le processus complexe de formation des molécules. Un phénomène profondément ancré dans les principes de la mécanique quantique. Dans le domaine des produits chimiques essentiels qui façonnent nos expériences quotidiennes, comme l'air que nous respirons, les molécules prennent le pas sur les atomes individuels. Par exemple, l'oxygène se présente sous la forme de O2, avec 2 atomes d'oxygène liés ensemble. De même, l'azote se manifeste sous forme de N2 et l'eau adopte la composition H2O, comprenant 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La présence prédominante des atomes sous forme de molécules peut être attribuée à leur tendance innée à adopter un état d'énergie minimale, semblable à une bille au sommet d'une colline qui roule facilement vers le bas. Dans le monde naturel, les systèmes s'efforcent constamment de minimiser leur énergie potentielle, expliquant des phénomènes tels que l'écoulement unidirectionnel des rivières des terrains élevés vers des zones plus basses. L'énergie, acteur clé dans l'organisation des structures moléculaires, devient particulièrement significative lorsqu'on examine l'atome le plus simple, l'hydrogène. Composé d'un proton et d'un électron, l'hydrogène se manifeste généralement sous forme de H2 ou gaz d'hydrogène. La mécanique quantique fournit des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les atomes forment des molécules en cherchant à atteindre des états d'énergie plus faibles. L'introduction d'un 2e atome d'hydrogène donne lieu à des interactions intrigantes. À mesure que ces atomes se rapprochent, les électrons chargés négativement, bien qu'ils se repoussent en raison de leur charge commune, sont simultanément influencés par la charge positive émanant des protons dans l'atome voisin, ce qui entraîne une force attractive. Un équilibre délicat est établi, marqué par une distance optimale où les protons préfèrent se situer, permettant ainsi le partage des électrons, tout en minimisant la répulsion. Il est important de reconnaître que l'attraction entre les atomes n'est pas uniquement dictée par la répulsion au sein de leurs nuages électroniques. Au contraire, une multitude d'interactions complexes entrent en jeu.
façonnant le paysage dynamique de la formation moléculaire. En somme, la danse des électrons et l'interaction des charges au niveau quantique ouvrent la voie à l'existence cohésive des atomes sous forme de molécules, chacune cherchant un équilibre harmonieux entre les états d'énergie. La danse complexe des atomes qui façonne la formation des molécules est régie de manière intrinsèque par le concept global d'énergie totale au sein d'un système. Ce facteur énergétique omniprésent guide de manière subtile les interactions de liaison entre les atomes, orchestrant l'émergence de structures moléculaires cohérentes. Explorer l'état d'énergie le plus bas dans un système à 2 atomes, illustré par la formation d'une molécule d'hydrogène, implique une prise en compte globale de divers éléments. L'énergie cinétique inhérente à chaque atome, combinée aux dynamiques de l'énergie potentielle entre protons et électrons, contribue à la structure énergétique totale du système. Dans le domaine de la mécanique quantique, ces calculs énergétiques complexes sont encapsulés dans le Hamiltonien, une représentation fondamentale de l'énergie du système. Cependant, dénouer cette tapisserie énergétique nécessite la résolution complexe de l'équation de Schrödinger, indépendante du temps, avec le Hamiltonien comme force motrice. Bien que cette équation pose un défi considérable à une résolution directe, son essence est souvent représentée graphiquement, offrant un récit visuel des fluctuations énergétiques à mesure que 2 atomes se rapprochent. Dans cette représentation graphique, une dépression distincte émerge, symbolisant l'état d'énergie le plus bas du système lorsque les atomes atteignent une proximité optimale. L'état optimal encapsule une union harmonieuse où les 2 atomes dans cette configuration se trouvent dans un état plus stable à un niveau d'énergie plus bas que lorsqu'ils existent isolément. Ce phénomène explique la tendance naturelle des atomes d'hydrogène à se regrouper, formant des molécules de H2 plutôt que de persister à l'état solitaire. Ce pacte de partage d'électrons entre les atomes, connu sous le nom de liaison covalente, s'étend pour former des liaisons similaires entre une myriade d'autres atomes. Démêler les secrets de la stabilité atomique implique d'explorer l'agencement des électrons dans leurs couches orbitales autour du noyau. Des configurations particulièrement stables émergent lorsque les atomes possèdent des nombres spécifiques d'électrons, tels que 2, 10, 18, 36, 54 ou 86. Ces nombres magiques correspondent au nombre d'électrons des gaz nobles naturellement présents, qui se caractérisent par leur inertie chimique et leur réticence à se lier facilement à d'autres atomes. En essence, la stabilité et les tendances de liaison des atomes déroulent un récit captivant, finement tissé dans la trame de la mécanique quantique. Les atomes entreprennent une quête de stabilité, aspirant à atteindre une couche de valence d'électrons complète. Cette quête se manifeste soit par l'effort collaboratif de partage d'électrons dans des liaisons covalentes, soit par l'acte transformateur de transfert d'électrons dans des liaisons ioniques. L'interaction magnétique entre la force attractive qui pousse au partage d'électrons pour atteindre une couche de valence complète rencontre un équilibre délicat avec les forces répulsives émanant des nuages d'électrons et des protons dans le noyau atomique. Explorer les raisons derrière ces nombres magiques qui guident la stabilité atomique
dévoile un récit ancré dans les domaines de la mécanique quantique, plus précisément. L'équation de Schrödinger et le principe d'exclusion de Pauli jouent un rôle crucial dans le déchiffrement de cet ordre sous-jacent. Le principe d'exclusion de Pauli stipule qu'aucun deux fermions, tels que les électrons, ne peuvent occuper des états quantiques identiques, nécessitant des spins opposés pour les électrons, partageant la même orbitale. La combinaison de ces principes conduit à l'identification de séquences numériques spécifiques, connues sous le nom de nombres magiques, qui dictent les configurations aboutissant à la plus basse énergie potentielle dans les systèmes chimiques. Naviguer dans les complexités des systèmes multi-atomiques, comme l'eau, nécessite des calculs approfondis, l'équation du potentiel de Morse, souvent utilisée comme approximation, s'avère essentielle pour déterminer les longueurs de liaison qui favorisent la plus basse énergie potentielle de la molécule, la mécanique quantique, avec ses principes complexes et ses formulations mathématiques, émerge comme la lumière directrice qui éclaire les subtilités du comportement de la nature. Cependant, il est crucial de noter que bien que la mécanique quantique offre des perspectives profondes sur les mécanismes du monde naturel, elle ne fournit pas nécessairement une compréhension profonde du pourquoi fondamental de la nature de l'existence. En passant au domaine intrigant des étoiles à neutrons, une question fascinante surgit: une étoile à neutrons est-elle semblable à un atome colossal? Les étoiles à neutrons sont parmi les entités les plus extraordinaires de l'immensité de l'univers. Elles se manifestent comme d'immenses noyaux atomiques, avec des diamètres s'étendant sur plusieurs kilomètres et une densité à couper le souffle, ainsi qu'une violence inhérente. L'existence même d'un tel phénomène suscite une question profonde: comment quelque chose de cette nature peut-il exister? La vie d'une étoile repose sur un équilibre délicat entre la force implacable de la gravité et la pression de radiation, contrebalancée, générée par les réactions de fusion se déroulant en son cœur, au plus profond du noyau d'une étoile. L'hydrogène subit une fusion pour se transformer en hélium. Au fil du temps, l'approvisionnement en hydrogène diminue. Et si l'étoile est suffisamment massive, l'hélium entame son processus de fusion, se transformant finalement en carbone. Dans le processus évolutif de ces étoiles massives, leurs cœurs subissent une stratification successive, avec l'accumulation progressive de noyaux atomiques de plus en plus lourds au centre. La fusion du carbone initie une cascade, menant à la formation de néons, qui évolue ensuite en oxygène et en silicium. Le processus de fusion culmine avec la création de fer, un élément incapable de subir une fusion supplémentaire. Lorsque le processus de fusion s'arrête, la pression de radiation diminue rapidement, perturbant l'équilibre de l'étoile. Si la masse du noyau dépasse environ 4 fois celle du Soleil, un effondrement catastrophique se produit. Les couches externes du noyau accélèrent à des vitesses atteignant 70 000 km/s, s'effondrant vers le centre de l'étoile. À ce moment critique, seules les forces fondamentales au sein d'un atome entrent en jeu, s'efforçant de contrer l'effondrement gravitationnel. Cependant, en raison de l'effet de la force faible dans ce plasma chaud et dense, les protons nouvellement formés peuvent facilement changer d'identité pour devenir des neutrons, et vice-versa. À mesure que la température baisse encore plus, quand l'univers approche de son premier anniversaire,
cette particularité de la force faible devient inefficace, et les protons et les neutrons finissent par ralentir leur échange d'identité. Pendant cette phase de gel, les hadrons choisissent une identité une fois pour toutes. C'est durant cette période que les constantes de la nature, apparemment arbitraires et finement ajustées, en l'occurrence les masses des quarks up et down, ont leur première réelle opportunité de façonner l'avenir de notre cosmos. Les quarks down sont plus lourds que leurs homologues up, et comme les neutrons contiennent 2 quarks down, la masse d'un neutron est légèrement supérieure à celle du proton qui contient 2 quarks up. Lorsque les derniers échanges d'identité se produisent dans un cosmos de plus en plus froid, la pente d'énergie descendante du neutron lourd vers le proton plus léger est favorisée par rapport à l'effort énergétique dans la direction opposée. Cette légère différence de masse entraîne finalement un déséquilibre dans le nombre de protons par rapport aux neutrons dans l'univers, avec environ 7 protons pour chaque neutron. Ce ratio, comme il s'avère, joue un rôle crucial dans la formation de l'univers, tel que nous le comprenons. Les protons servent de fondement à l'hydrogène et à l'hélium, le carburant des étoiles et les composants essentiels de tous les autres éléments plus lourds dans l'univers. La prévalence de ces particules chargées par rapport aux neutrons non chargés permet les interactions élémentaires, ouvrant la voie à la chimie et à la biologie. Si les conditions initiales avaient été différentes, si le quark down avait été assigné à une masse légèrement inférieure lors de l'ajustement fin de notre réalité, l'univers que nous observons aujourd'hui serait très différent. Si les neutrons avaient pesé moins que les protons, ils auraient été favorisés durant la phase de gel. Avec plus de neutrons non chargés que de protons, les possibilités pour la chimie auraient été limitées. L'hydrogène, composé uniquement d'un proton sans neutrons, n'aurait pas été stable pendant de longues périodes. Certains des protons plus lourds auraient pu être préservés en se liant à des neutrons avant de se désintégrer, formant ainsi des atomes d'hélium. Cependant, l'hélium est souvent considéré comme l'élément le plus inerte de tous. Il est intrinsèquement stable et réticent à réagir, avec un excès de neutrons généralement non réactifs. Il serait difficile d'envisager comment la fusion nucléaire pourrait fonctionner dans un tel univers. Nous serions confrontés à une étendue froide et sombre, dépourvue d'étoiles, de galaxies, de planètes et, très certainement, de vie telle que nous la connaissons. Par conséquent, nous pouvons exprimer notre gratitude pour la préférence inexpliquée de l'univers pour les protons par rapport aux neutrons. Cependant, cette asymétrie n'est pas la seule à s'ancrer. Dans le cosmos, à ce stade de son évolution, un autre déséquilibre mystérieux mais heureux est l'absence d'antimatière. Dans l'avenir, en regardant le ciel, nous pourrions apercevoir une civilisation extraterrestre se détruisant elle-même, bien que cela ne soit pas aussi visuellement frappant que l'explosion d'une étoile massive. Cela signifierait la libération d'énergie par une arme capable de dévaster un monde entier. Au cours de l'histoire de la Terre, des conflits, des disputes territoriales et des discordes ont été courants entre les civilisations. Et il n'y a aucune raison de croire qu'il en serait autrement ailleurs dans la galaxie, sur une planète extraterrestre belliqueuse, semblable à la Terre. La quête de domination
conduit à une course aux armements, des armes primitives aux technologies avancées, telles que les nanomachines et les bombes atomiques, cherchant des sources d'énergie encore plus puissantes. Ces extraterrestres, plus avancés technologiquement que l'humanité, exploitent la puissance de l'antimatière. Ils apprennent à produire et à isoler des particules d'antimatière, les suspendant dans le vide à l'aide de forces électromagnétiques jusqu'au moment du déploiement. Contrairement aux armes conventionnelles, l'antimatière ne nécessite ni carburant substantiel ni déclencheur au contact de la matière normale de leur monde d'origine. Les particules d'antimatière s'annihileraient, libérant une immense énergie et se détruisant elles-mêmes dans le processus. Un seul gramme d'antimatière pourrait libérer autant d'énergie qu'une arme nucléaire traditionnelle, utilisant environ 410 kg de combustible. La course aux armements en cours sur ce monde extraterrestre conduit à l'accumulation de stocks d'armes à antimatière, qu'elles soient déclenchées par la colère, la confusion ou un simple accident. La détonation de cet arsenal d'antimatière serait catastrophique. Le jour se transformerait en nuit en un instant. Des vents brûlants dévasteraient des villes entières, éradiquant à la fois les factions en guerre et toute autre forme de vie sur la planète. Le monde entier subirait une transformation dont l'écho durerait des siècles. Cela illustre les conséquences dévastatrices lorsque l'antimatière entre en contact avec la matière. Et pourtant, nous sommes étonnamment entourés d'antimatière chaque jour. Maintenant, lançons une expérience de pensée cosmique, et si l'univers entier ressemblait à un atome, l'univers observable, vaste et difficile à comprendre, pourrait, selon certaines théories, être relativement insignifiant. Les calculs actuels suggèrent que l'univers non observable pourrait dépasser même la taille immense de 20 trillions d'années-lumière de diamètre, malgré son échelle colossale. Une grande partie de cette étendue cosmique pourrait être dépourvue de matière, semblable à la rareté observée dans l'univers observable. La matière, le fondement de tout ce que nous connaissons, est composé d'innombrables atomes, trop petits pour être directement observés, même avec nos microscopes les plus avancés. Les preuves scientifiques soutiennent l'existence des atomes, composés de particules subatomiques telles que les protons, les neutrons, les électrons et les quarks. De manière intrigante, certaines théories suggèrent une réalité plus vaste, où tous les êtres humains, l'univers observable et non observable, ressembleraient à un atome dans un contexte cosmique plus grand. Un de ces concepts est la théorie de l'univers à un électron, qui propose que notre perception de multiples électrons pourrait en fait provenir d'une seule particule, se déplaçant rapidement en avant et en arrière dans le temps, créant ainsi l'illusion de multiplicité. Bien que cette idée manque de soutien scientifique solide, elle sert de point de départ fascinant pour d'autres concepts bénéficiant d'un soutien scientifique plus fort. Une variation plus largement reconnue est enracinée dans la théorie du multivers, qui postule que chaque atome, électron et propriété de la matière dans notre univers, pourrait être équivalent à un atome dans un schéma cosmique plus grand. Cette notion élargit notre compréhension des complexités de l'univers, nous invitant à envisager les vastes possibilités qui se trouvent au-delà des frontières de notre cosmos observable. L'idée que notre univers pourrait n'être qu'une simple particule dans un domaine plus vaste intrigue depuis longtemps les domaines de la science-fiction. Dans ces scénarios imaginatifs,
Notre univers pourrait être perçu comme une minuscule entité dans un plan d'existence supérieur, où chaque atome en nous pourrait potentiellement abriter d'autres réalités entières. L'infini devient un élément crucial dans ces concepts, suggérant que, peu importe à quel point notre univers semble vaste, la théorie du multivers postule l'existence de mondes potentiellement infiniment plus grands, du point de vue de ces royaumes hypothétiques immenses. Notre univers pourrait sembler aussi minuscule que les particules subatomiques nous apparaissent. Lorsque nous observons l'univers, nous sommes témoins de la danse complexe des minuscules particules subatomiques s'assemblant pour former des structures de plus en plus grandes, des corps célestes aux organismes vivants complexes. Cela soulève une question profonde. L'univers lui-même pourrait-il n'être qu'un composant d'un ensemble encore plus grandiose? La fusion des royaumes, microscopiques et macroscopiques, nous incite à suspendre notre jugement jusqu'à ce que nous développions une théorie du tout complète qui unifie harmonieusement les principes de la physique quantique et classique selon la théorie dominante sur l'origine de l'univers. Il a commencé sous la forme d'une singularité infiniment dense avant de s'étendre lors de l'événement monumental connu sous le nom de Big Bang. Cela implique que tout ce que nous comprenons actuellement était autrefois inimaginablement petit. Cependant, il est crucial de distinguer cette singularité initiale d'un atome réel, car elle contenait les composants fondamentaux nécessaires à la formation des atomes. Bien que ces concepts puissent défier notre compréhension conventionnelle de la réalité, ils servent de précieuses expériences de pensée, nous encourageant à réfléchir à notre place dans la vaste tapisserie cosmique, même s'ils peuvent être déroutants. Ils ne diminuent pas la merveille et l'importance de notre existence. Un des principaux prétendants à une théorie du tout est la théorie des cordes, qui cherche à démêler la véritable échelle de la réalité. Dans ce cadre théorique, les atomes ne sont pas envisagés comme des objets sphériques, mais plutôt comme des structures en forme de cordes qui vibrent, donnant naissance à toutes les interactions de l'univers, y compris les lois fondamentales de la physique, la gravité et la mécanique quantique. Cependant, la théorie des cordes est confrontée à des défis, notamment en ce qui concerne l'énergie sombre, un constituant substantiel de l'univers qui reste une énigme à ce jour. De nombreux modèles de la théorie des cordes rencontrent des difficultés pour expliquer la prévalence de l'énergie sombre par rapport à la matière observable. Dans des efforts récents pour réconcilier ces disparités, des chercheurs de l'université d'Uppsala, en Suède, ont proposé une variation au sein de la théorie des cordes. Cette nouvelle perspective suggère que notre univers pourrait se trouver à la périphérie d'une bulle en expansion perpétuelle, où tout ce qui nous est familier constitue un petit segment d'une structure cosmique beaucoup plus vaste. À l'intérieur de cette bulle, et peut-être au-delà de ses limites, des dimensions inexplorées pourraient exister, et l'infiltration d'énergie sombre depuis l'univers de la bulle plus vaste offre une explication potentielle. Si cette représentation non conventionnelle de la réalité était exacte, elle révolutionnerait notre compréhension scientifique actuelle, positionnant les êtres humains comme des composants infiniment petits dans une structure immensément complexe et incompréhensible. Néanmoins, il est crucial de reconnaître que ce concept sert d'expérience de pensée, une manière captivante de réfléchir à notre rôle dans l'immense étendue cosmique.
Même si notre perspective s'avère limitée et notre compréhension imparfaite, l'éventuelle insignifiance d'un autre point de vue ne diminue pas nécessairement la valeur intrinsèque de notre existence. Maintenant, réfléchissons à une question intemporelle: que se passe-t-il avec vos atomes après votre mort? Au cours de l'histoire humaine, plus de 100 milliards d'individus ont quitté cette vie en considérant la loi de conservation de la matière, qui postule que la matière ne peut être créée ni détruite. On pourrait se demander quel est le sort de ces innombrables atomes. Sûrement, leurs atomes doivent encore persister sous une certaine forme. Non, explorons une idée intrigante: les atomes de vos proches disparus n'ont pas simplement disparu, mais sont en fait devenus une partie intégrante de vous, du monde qui nous entoure, et sont actuellement en train d'entreprendre un voyage fascinant à travers l'univers. Voyons comment cette transformation se produit. Le corps humain est une composition complexe, comprenant environ 60% d'eau, 20% de graisse, 15% de protéines, 2% de glucides, 2% de sels et minéraux, ainsi qu'1% d'autres éléments comme les gaz d'oxygène et les vitamines. La plupart des molécules présentes dans notre corps prennent la forme d'eau. Lorsque quelqu'un décède, cette eau subit un processus de transformation. Elle s'évapore, soit du corps dans l'atmosphère, soit s'infiltre dans le sol. La vitesse de ce processus dépend de divers facteurs, y compris la température et les conditions environnementales. Même si l'eau reste sous forme liquide, elle finit par rejoindre le cycle de l'eau terrestre, passant de l'état liquide à l'état de vapeur, montant vers les nuages et finissant par retomber sous forme d'eau de pluie. Une partie significative de cette eau de pluie se retrouve dans les rivières et les lacs, devenant ainsi une partie de notre eau potable. Votre corps utilise cette eau pour divers usages, tels que son intégration dans les cellules, la régulation de la température et le maintien de différentes fonctions corporelles. Une partie de cette eau de pluie est absorbée par les plantes, jouant un rôle crucial dans la photosynthèse, une réaction chimique impliquant l'eau, le dioxyde de carbone et la lumière solaire, qui produit des glucides et de l'oxygène. L'oxygène libéré par les plantes est ensuite inhalé par vous et d'autres êtres vivants pour soutenir la vie. De plus, les glucides résultant de l'eau et de la photosynthèse deviennent une part essentielle de votre alimentation, ainsi que celle d'autres animaux, via la consommation de fruits et légumes. Ce cycle complexe montre comment les atomes qui constituaient autrefois vos proches disparus continuent à contribuer à la tapisserie vibrante de la vie, soulignant l'interconnexion de tous les êtres vivants et le voyage perpétuel des atomes à travers différentes formes et fonctions. En explorant plus avant le voyage des atomes et des molécules, plongeons dans le domaine fascinant du métabolisme. Lorsque vous consommez des glucides issus des plantes, un processus essentiel se produit: la production de substances vitales pour la vie végétale, à savoir le dioxyde de carbone et l'eau. Cela met en place un cycle continu où les éléments que vous générez contribuent à la croissance et au maintien de la vie végétale. Maintenant que nous avons découvert le sort des molécules d'eau dans votre corps, dénouons le destin de vos tissus mous, composés de glucides, de graisses et de protéines. Ces tissus cruciaux subissent un métabolisme avec l'assistance d'environ 100 000 milliards de bactéries qui résident dans votre corps. Ces bactéries ont été des compagnes constantes.
principalement dans votre intestin, tout au long de votre vie. Normalement, le système immunitaire robuste de votre corps maintient ces innombrables bactéries sous contrôle. Cependant, après la mort, le système immunitaire cesse de fonctionner, offrant à ces bactéries l'opportunité de consommer les tissus de votre corps. Dans ce processus fascinant, lorsque ces bactéries métabolisent de vos tissus mous, elles les utilisent pour obtenir de l'énergie et se reproduire. Imaginez cela comme une combustion progressive, où les molécules digérées par les bactéries se transforment finalement en eau et en dioxyde de carbone, les mêmes molécules formées lors du processus de combustion. De plus, les protéines de votre corps donnent naissance à d'autres gaz tels que les oxydes d'azote et l'ammoniac au cours de ce processus métabolique. Ce qui rend ce processus encore plus remarquable, c'est que ces gaz, en particulier les oxydes d'azote, sont de puissants gaz à effet de serre. Les oxydes d'azote, par exemple, sont environ 300 fois plus puissants que le dioxyde de carbone en ce qui concerne leur contribution à l'effet de serre dans l'atmosphère. Cela souligne l'interaction complexe des processus chimiques du corps, montrant comment, même après la mort, les éléments qui le composent continuent de participer à des cycles complexes ayant des implications plus larges pour l'environnement. En approfondissant le domaine fascinant des processus post-mortem, le voyage des atomes dans notre corps prend un tournant unique. À mesure que les bactéries initiales poursuivent leurs activités métaboliques et que l'oxygène devient rare, un nouveau groupe de bactéries, appelé bactéries anaérobies, saisit l'occasion, contrairement à leurs homologues aérobies. Ces bactéries n'ont pas besoin d'oxygène pour leur métabolisme, elles produisent à la place des sous-produits tels que le méthane, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac lors de la métabolisation des tissus. Ces sous-produits sont connus pour leurs odeurs désagréables et, fait intéressant, ils servent également de puissants gaz à effet de serre. Progressivement, ces substances quittent le corps et se dispersent dans l'atmosphère. Donc, lorsque vous sortez et sentez une odeur inhabituelle dans l'air, il se pourrait que vous inhaliez des atomes provenant de votre arrière-grand-mère ou d'autres ancêtres. De plus, d'autres atomes et molécules de votre corps sont libérés dans le sol environnant lors de la décomposition. Pour chaque kilogramme de masse corporelle sèche, environ 32 grammes d'azote, 10 grammes de phosphore, 4 grammes de potassium et 1 gramme de magnésium sont finalement contribués au sol. De manière remarquable, ces composants agissent comme des engrais naturels pour les plantes autour du site d'inhumation, jouant un rôle positif dans l'écosystème local. Maintenant, concentrons-nous sur le processus alternatif de la crémation. Que se passe-t-il après la crémation de votre corps? La chaleur intense du processus de crémation entraîne la conversion de la plupart des atomes de votre corps hydrogène, carbone, azote, oxygène et soufre en gaz. Cette transformation représente un changement important dans l'état de ces atomes, marquant un autre chapitre dans le voyage complexe des éléments au sein du cycle cosmique. En explorant les conséquences du processus de crémation, divers gaz, y compris la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les oxydes de soufre, sont libérés dans l'atmosphère. Il est important de noter qu'une portion significative de vos restes, représentant plusieurs kilogrammes, se transforme en cendres pendant ce processus. Fait intriguant, le poids de ces cendres est à peu près équivalent
à celui de votre poids à la naissance, soulignant la nature cyclique de la vie. Maintenant, examinons la composition de ces cendres. Une analyse révèle que la majorité des cendres est constituée de phosphates et de calcium. Cette composition est logique, car ces éléments sont essentiels à la structure de vos os, ce qui signifie que ces atomes proviennent principalement de votre squelette. Mais que devient ces cendres? Elles sont susceptibles d'être incorporées dans le sol, devenant partie intégrante de la structure des plantes. À leur tour, ces plantes peuvent nous servir de source de nourriture pour les animaux et les humains, permettant ainsi au reste de votre existence de retourner dans des corps humains de manière fascinante. De petits fragments de vous pourraient se retrouver dans les céréales du matin ou le hamburger de vos arrière-petits-enfants, vous permettant ainsi de continuer à contribuer à la subsistance de la vie sur notre planète. Cependant, il est important de noter une exception significative. Votre corps contient des quantités infimes d'éléments radioactifs. Certains de ces éléments subissent une fission spontanée par désintégration radioactive, se transformant en d'autres éléments avant d'entrer dans la biosphère. Par exemple, le potassium radioactif peut se transformer en calcium, tandis que de minuscules quantités de thorium et d'uranium dans votre corps finiront par se transformer en plomb. Parallèlement à ce processus de désintégration, certains atomes d'hélium sont générés en raison de la gravité insuffisante de notre planète. L'hélium a tendance à s'échapper dans l'espace, bien qu'une fraction de cet hélium puisse être capturée par des corps célestes massifs comme le Soleil et Jupiter. Cette interaction complexe d'éléments ajoute une couche de complexité au voyage cosmique des atomes, mettant en lumière les processus dynamiques à l'œuvre dans l'univers plus vaste. En réfléchissant au destin cosmique des atomes, une partie notable se lance dans un voyage extraordinaire, au-delà des confins de notre système solaire. Ces atomes, autrefois partie de votre corps, entamant un voyage impressionnant, dérivant parmi les étoiles et s'aventurant dans l'immensité du cosmos, leur trajectoire les emmène aux confins de l'univers, où ils continuent de se mouvoir perpétuellement, transcendant le temps lui-même. À ce stade, une question captivante se pose: les atomes durent-ils pour toujours? Bien que la vie sur Terre semble constante et prévisible, marquée par le rythme régulier des marées, le cycle quotidien du Soleil et la progression immuable des mois, le vaste panorama cosmique révèle une tapisserie dynamique de changements et d'activités. Chaque jour, des millions d'étoiles naissent et meurent, et même notre propre Soleil, dans des milliards d'années, est destiné à subir un sort similaire. Lorsque notre Soleil entreprendra un processus de transformation, devenant une géante rouge, la Terre connaîtra des températures croissantes, conduisant finalement à l'extinction de toute forme de vie. Quelques milliards d'années plus tard, le Soleil épuisera son carburant de fusion nucléaire, amorçant son inévitable déclin. Dans ce spectacle cosmique, le Soleil perdra ses couches extérieures, s'effaçant progressivement dans l'obscurité. La vérité cosmique émerge: rien dans notre univers ne dure éternellement. Ou est-ce le cas? Entrons dans le monde des atomes, ces blocs de construction élémentaire de la matière qui forment le tissu même de notre univers. Lorsque nous réfléchissons à la fin de notre existence individuelle, il est essentiel de reconnaître que nos corps, constitués de ces atomes durables, ne disparaissent pas simplement dans le néant. Au lieu de cela,
Ils subissent une transformation profonde, entamant un voyage complexe qui dépasse notre existence mortelle. Plutôt que de disparaître, nos corps se décomposent en leurs composants fondamentaux et se réintègrent naturellement dans l'écosystème. En termes plus simples, les atomes qui composaient nos corps persistent longtemps après la fin de notre présence physique. Une question se pose: combien de temps les atomes peuvent-ils durer? Y a-t-il un moment où ils cessent d'exister? Pour répondre à cette question, il faut explorer le fonctionnement interne des atomes. Les atomes, comme vous le savez peut-être, sont composés de protons et de neutrons, entourés d'un nuage d'électrons. La stabilité d'un atome est étroitement liée à l'équilibre entre le nombre d'électrons et de protons dans ce nuage. En fin de compte, le numéro atomique, qui détermine l'identité de l'atome, est dicté par le nombre de protons. Par exemple, l'hélium, qui occupe la 2e position dans le tableau périodique, a un numéro atomique de 2 en raison de ses 2 protons. Bien que le nombre de neutrons dans un atome soit généralement constant, il existe des exceptions dans les cas où un atome manque du bon nombre de neutrons. Il peut perdre un neutron. Un peu comme on perd une chaussette dans la machine à laver. Ce déséquilibre rend l'atome instable, l'incitant à émettre des particules subatomiques. Souvent, cette émission implique la libération d'un électron, provoquant des changements au sein de l'atome. Dans le cas des atomes lourds, il est probable qu'ils se décomposent spontanément en particules plus petites, un phénomène connu sous le nom de désintégration radioactive. Ce processus est fondamentalement aléatoire, ce qui rend difficile de prédire le moment précis de la désintégration ou l'émission de particules subatomiques. Néanmoins, une analyse statistique nous permet d'estimer le temps moyen nécessaire pour que la moitié des atomes d'un échantillon subissent une désintégration, appelée la demi-vie. Étant donné que les atomes possèdent un nombre fini de protons et de neutrons, ils émettent généralement des particules jusqu'à ce qu'ils atteignent un état où leur demi-vie est si longue qu'ils deviennent essentiellement stables. Prenons, par exemple, le bismuth 209, qui est censé avoir le taux de désintégration le plus long. Subissant une désintégration alpha, sa demi-vie est plus d'1 milliard de fois plus longue que l'âge actuel estimé de l'univers. Cela montre la nature durable de certains atomes, soulignant que, malgré leur nature dynamique, ils peuvent persister pendant des périodes incroyablement longues. En termes pratiques, le bismuth 209 montre une longévité remarquable, au point d'être souvent considéré comme presque éternel. Cependant, la notion de véritable éternité pour les particules subatomiques soulève des questions intrigantes concernant la possibilité de la désintégration des protons. Les scientifiques ont proposé des hypothèses concernant la désintégration des protons, une forme théorique de désintégration radioactive. Une de ces idées, connue sous le nom de modèle Guth, suggère que les protons pourraient se transformer en un positron et un pion neutre. Par la suite, ce pion neutre se désintègre en 2 photons de rayon gamma. La demi-vie estimée des protons dans ce modèle est de 29 à 34 années, une durée astronomiquement longue, ouvrant une voie hypothétique vers une vie éternelle pour les protons. Cependant, il est important de noter qu'il n'existe actuellement aucune preuve expérimentale confirmant la désintégration des protons, malgré l'absence de soutien expérimental concluant. Des recherches en cours dans certains des laboratoires les plus avancés au monde
pourrait éclairer cet aspect fascinant de la physique des particules. Avec un peu de chance, et grâce à des investigations scientifiques rigoureuses, de nouvelles perspectives pourraient émerger, perçant les mystères entourant la possible désintégration des protons et offrant une réflexion sur la notion de vie éternelle au niveau subatomique. Des étoiles qui naissent dans le ciel, aux minuscules particules qui disparaissent doucement. L'univers nous montre une belle danse de création et de disparition au cœur de tout cela. Les atomes persistent, changeant au fil de périodes incroyablement longues, reliant le passé, le présent et l'avenir. Alors que nous réfléchissons à la possibilité que certains atomes vivent éternellement et à l'idée difficile de la véritable vie éternelle, l'univers nous invite à contempler à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. Peut-être, dans la danse des minuscules particules, voyons-nous la quête de l'humanité pour comprendre la vie et la nature de l'existence. Dans cette grande danse cosmique, notre recherche de compréhension reflète la persistance et la transformation des atomes, des idées anciennes sur la vie aux nouvelles recherches scientifiques. Les humains s'efforcent constamment de saisir le sens de l'existence et de l'éternité, les atomes, ces entités silencieuses qui portent en elles l'histoire, nous rappellent que tout a un commencement et finit par une fin. Mais même dans ce cycle de création et de dissolution, il y a de la beauté. Il y a une sorte de connexion qui nous lie à l'univers. Les atomes en nous ont beaucoup vu les temps anciens, les étoiles et des galaxies entières. Ils ont été témoins de la danse de l'univers, une danse qui change sans cesse, une danse éternelle qui transcende les limites du temps et de l'espace. Alors que nous voyageons à travers l'immensité de l'univers et le minuscule royaume des atomes, apprécions l'interconnexion de toutes choses. Dans la danse des minuscules particules, nous trouvons des parallèles avec notre propre existence éphémère, nous rappelant que, comme les atomes, nous faisons partie du grand récit de l'univers, qui se déploie sur d'immenses étendues de temps.